Pardon. Bonsoir, bienvenue au BIS. Donc, de nouveau pour Alex, Pauline et Alessandra. Yann et monsieur, bienvenue. Merci de nous retrouver ce soir. Santé. Donc, ce soir, donc vous avez reçu tous vos ingrédients grâce à Thomas qui a fait la livraison aujourd'hui. Donc, ce soir, on va faire une petite tagliata de bœuf servie avec son chou-fleur rôti aux épices. Ça va être super bon. Et on nous fait aussi un petit aioli à l'ail noir. Alors l'ail noir vient de chez Monsieur Eddy, Black Duck Garlic. Très très bon, très bonne qualité de produit. Il fait des œufs de canne, il fait pas mal de choses différentes. C'est vraiment sympa. Et on a quoi également avec Les épinards avec de la rhubarbe. épinards à la rhubarbe. On a eu un petit doute. Est-ce que vous avez bien le citron dans vos cabas, dans vos cabas? Tout le monde a le citron. Magnifique. Superbe. Bon ben voilà, je vais vous laisser entre les mains de Thomas qui va s'occuper de vous. Moi, je vais aller me mettre derrière, m'occuper de la caméra et boire un coup surtout. Allez, santé, bonne session. Allez, santé à toi. C'est la dernière fois qu'on se voit de, de la masterclass, jusqu'à ce qu'on leur souhaite bon appétit. Du coup, je ne sais pas si vous avez un peu regardé dans vos petits paniers. Nous vous avons préparé tout un petit assortiment. Vous avez de l'entrecôte de bœuf. Alors, celle-ci particulièrement maturée sur os. C'est-à-dire qu'il y a un petit processus qui fait vieillir un peu plus longuement la viande directement sur l'os. Alors déjà, le fait de la vieillir, ça apporte beaucoup plus de goût et de tendreté. Et par-dessus tout, le fait qu'il y ait l'os, ça apporte encore plus de goût. Donc normalement, vous nous direz des nouvelles par la suite, mais normalement, la viande, ça va être vraiment top, top qualité. On vous a pris aussi du chou-fleur violet. Alors on est sur la fin de la saison, c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, allez, on va rajouter un peu de couleur du côté de chez nos convives. Donc un petit chou-fleur violet qu'on va faire rôtir au four avec quelques épices. Alors c'est pareil, c'est un mélange d'épices que j'ai déjà préparé un petit peu avant ici directement. Donc c'est un mélange de diverses épices et d'herbes séchées. Vous verrez, il y a des petites graines de sésame aussi parce qu'on nous a ramené un produit qu'il fallait qu'on teste. Et du coup, ben, on a testé, ça nous a plu et on vous fait partager ça. Vous avez aussi des épinards et de l'ail des ours. Alors l'ail des ours, comme la semaine dernière, j'ai été le ramasser hier. Il vient de la forêt, il est naturel, tout au possible. Il a déjà été nettoyé, comme tout aliment qui vient de la nature. Il a été nettoyé avec du vinaigre blanc pour vraiment essayer enfin même pas pour essayer, pour éliminer tous les éventuels parasites qu'il pourrait y avoir. Donc aucun risque. Vous avez aussi une poche d'épinards qui a déjà été nettoyée aussi. On vous a nettoyé tout ça. Et donc cette petite chose là que vous avez dans un sac qui est tout noir, c'est le fameux ail noir dont on parlait. Alors c'est pareil, normalement vous pouvez le recevoir en gousse. Nous, par acquis de conscience et surtout par peur que vous n'arriviez pas, que vous n'ayez pas de mortier à la maison, on vous l'a déjà passé au mortier. Donc c'est-à-dire qu'on l'a réduit en purée très très fine parce que sur des petites quantités comme ça, c'est assez compliqué d'avoir un bon résultat. Donc on s'est juste permis d'avancer un petit peu sur la recette en vous mettant un tout petit peu, enfin en le réduisant tout simplement en purée. L'ail noir, donc je ne sais pas si vous connaissez, ça va apporter un goût qui va être très noté sur l'ail, mais c'est l'ail légèrement fermenté. Donc c'est-à-dire qu'il y a une légère particularité, il y a un petit goût soufré dans cet ail qui est vraiment surprenant et très très bon en bouche. Et il a une note un petit peu plus sucrée aussi que l'ail blanc frais normal qu'on connaît plus ou moins tous. Et donc la sauce, on va faire un aioli. Donc là, c'est le principe de notre sauce, c'est de faire plus ou moins une mayonnaise, mais agrémentée parce que la moutarde, c'est une moutarde donc de Dijon, avec une sauce anglaise. Donc c'est le petit sachet que vous avez là. Ça va lui donner une typicité qui va être très très bonne et vous allez voir, la viande comme le chou-fleur vont se marier à la perfection avec tout ça. Et donc l'ail des ours, l'ail, on a une assiette qui va beaucoup tourner autour de l'ail, mais vous allez voir, c'est extrêmement bien dosé et c'est vraiment plaisant. Vous pourrez embrasser votre moitié sans aucun souci derrière. On vous a mis un petit morceau de rhubarbe aussi, tout simplement parce qu'on rentre dans la saison et que c'est quand même un légume qui est vachement appréciable. Il a une acidité qui est très typique et qui va apporter beaucoup de vivacité au plat. Pour cette recette, il vous faudra une feuille de papier d'alu. Alors,
on a pensé que vous en aurez chez vous, tout simplement parce qu'on va mettre notre chou-fleur à rôtir donc dans une plaque aussi qui ira au four, de préférence enfin, de la taille à peu près du chou-fleur. Bon, nous, ça, c'est la taille minimum, hein, donc nous, elle sera un peu plus grande. Si vous avez plus petit à la maison, il faudra que cette feuille d'aluminium puisse venir recouvrir le chou-fleur. Donc, on va venir le faire cuire à l'étouffée, enfin, au four. Donc, c'est-à-dire qu'il va cuire avec sa propre vapeur, pardon. S'il vous plaît, il faudrait juste que Alessandra, Yann et Patrick coupez votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alessandra, il faudrait, il faudrait éteindre le micro et juste l'allumer en cas d'intervention, s'il vous plaît. Merci, parfait, excellent. À toi. C'est pareil, Yann, Patrick, vous êtes nouveau avec nous. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, si on va un tout petit peu trop vite pour vous, n'hésitez pas à nous le dire. On reviendra plus en détail sur la technique ou sur la question que vous vous posez. On a une caméra aussi qui prend au-dessus de la planche, donc vraiment vous aurez des points de vue qui sont très faciles au point de vue des techniques, surtout que cette recette au final est assez simple. Donc vous allez voir, on va bien s'amuser tous ensemble. Vous pouvez déjà commencer par allumer votre four à 180 degrés. Alors toujours pareil, 180, si votre four fonctionne bien, si vous vous rendez compte qu'il faut rajouter 5 à 10 minutes de cuisson sur les recettes que vous faites d'habitude à la maison, n'hésitez pas à le monter jusqu'à 200 degrés. Il n'y a aucun problème avec ça. Ne passez pas 200 degrés parce que sinon on va avoir une particularité, c'est que les épices au-dessus de 190 degrés, elles ont tendance à brûler. Donc ça va apporter beaucoup d'amertume, c'est absolument pas ce qu'on va rechercher. Donc la première chose qu'on va faire déjà tous ensemble, ça va être le chou-fleur, tout simplement parce que ça demande une bonne quarantaine de minutes de cuisson, ça dépend de la taille de vos chou-fleurs. Là, nous, on a à peu près tous les mêmes tailles normalement, donc je pense que là, avec la taille qu'on a réussi à avoir avec notre fournisseur, vous en avez facilement pour presque même 45 minutes. C'est pareil, dans cette recette, vous avez vu, on vous a mis un chou-fleur entier, tout simplement parce qu'on va venir entre guillemets en faire des steaks. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser la partie centrale du chou-fleur et toutes les parures ensuite par la suite vous pourrez les réutiliser dans un plat. Ça se mariera très bien avec une sauce tomate ou alors tout simplement le réduire en purée. Légèrement monté à l'huile d'olive, ça peut vous faire comme une petite tapenade de chou-fleur. Vous aurez de quoi faire, enfin de manger quelque chose d'autre entre guillemets sur ce chou-fleur. Donc tout simplement, on vient enlever les feuilles du bas. Donc là, vous voyez petit à petit, chez vous avec un petit couteau plutôt, si vous avez peur comment dire, de trop couper, il va simplement falloir venir enlever les feuilles du dessous. Donc vous avez vu, elles aussi ont une petite couleur violette, c'est assez rigolo, on voit bien la formation du chou-fleur comme ça. Et ensuite, donc à la base donc de nos sommités, on va venir couper à ras vraiment le cul du chou-fleur, là ici, la tige, la partie qui est contre la plante. Les fans de chou-fleur, on peut les utiliser, on peut les manger également. On peut tout à fait les utiliser aussi, les fans de chou-fleur. Après, c'est très indigeste. Si vous avez certaines petites sensibilités au niveau des intestins, je vous le déconseille. Ou alors sinon, il faut vraiment les faire cuire. Mais quelque chose comme ça. c'est ça, ouais. Sinon, en soupe, ou si vous voulez vous faire un bouillon de légumes, vous pouvez parfaitement les réutiliser. Ça a du goût, ça a une valeur. Après, à manger en soi, c'est un peu particulier. Mais vous pouvez tout à fait. Donc vous allez aussi pouvoir préparer la petite poche. Vous avez une petite poche. Alors moi là, je ne sais pas si vous l'avez vu en préparation, je l'ai remalaxé. C'est une poche avec de l'huile et avec des épices au fond, une certaine poudre. Voilà, je vois que chez Yann et chez Alex et Pauline, on est bon. Et chez Alexandra aussi, je vois un coin de poche, il me semble, ouais. Donc on va venir tout simplement le remélanger un tout petit peu. Si vous avez un pinceau chez vous, n'hésitez pas à utiliser le pinceau. En fait, là, comment dire, la technique, ça va être de venir tout simplement arroser notre chou-fleur avec ce mélange d'épices. Donc, si jamais vous n'avez pas de pinceau à la maison, ce qui vous suffit de faire tout simplement, c'est de couper en haut le petit coin. Je vais vous montrer comment ça s'appelle, sans le pinceau, comme ça, je vais pouvoir éviter toute question.
Donc tout simplement, on le met donc dans notre plaque qui va aller au four. Donc on coupe un tout petit bout du coin là, du coin. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment enlever un petit millimètre de la poche juste qu'elle soit ouverte. Et au final, on va venir tourner au-dessus du chou comme ça, en faisant en sorte d'arroser toutes les sommités. C'est pour ça que je vous parle d'un petit coin comme ça, tout doucement, on va pouvoir venir arroser toutes les parties du chou-fleur. Ensuite, on va pouvoir préparer un tout petit verre d'eau, l'équivalent d'un shooter, à peu près 5 centilitres de contenance. Là, vous pouvez y aller, le faire presque même déborder, c'est pas trop grave, on n'est pas en soirée. C'est simplement pour venir rajouter dans le fond de la plaque. Comme ça va rajouter un tout petit peu de vapeur. Et on est sûr que, quel que soit l'état de maturité du chou-fleur, on aura une bonne cuisson, tout simplement. Donc là, si vous voulez goûter aussi, n'hésitez pas à prendre une petite goutte. Euh, Ça vous donnera un peu une idée des goûts qu'on a mis dans la marinade. Donc, pour faire simple, il y a un tout petit peu de riz, de curcuma, de paprika. Qu'est-ce qu'on a mis aussi? Un petit peu de gingembre épice, pas du frais. C'est une typicité un peu plus particulière, c'est vraiment pas mal. On a mis un peu d'oignon et d'ail aussi en épices, en poudre. Et donc ce mélange d'herbes que je vous ai parlé au début, qui est un petit peu mélangé aussi avec les graines de sésame. Et donc voilà, on fait en sorte de tout bien recouvrir. Et on va venir mettre, donc comme je vous ai dit juste avant, 5 petits millilitres d'eau. Pas de sel? Non, il y a déjà un petit peu de sel là dans notre mélange d'épices. Et puis en plus, on va pas saler la croûte en fait du chou-fleur tout simplement pour éviter que la croûte soit sursalée et qu'au final le cœur ne le soit pas du tout. Donc c'est pour ça j'ai déjà salé moi un tout petit peu la marinade et en plus de ça, le fait qu'il y en ait un petit peu dans la plaque va se retrouver dans l'eau et en fait ça va assaisonner l'eau tout ça. Et donc ensuite on va pouvoir venir prendre donc notre feuille de papier d'aluminium et venir recouvrir tout ça. Donc là vous voyez, je commence d'abord par un côté, ensuite on fait le côté en face, ce qui permet de bien tendre le papier d'aluminium et ensuite je fais les deux bords pour venir le tendre. Pour avoir quelque chose d'hermétique. C'est ça, essayez d'avoir quelque chose du plus hermétique possible pour éviter qu'un maximum de vapeur s'échappe par un éventuel trou. Et ensuite, on va venir donc le mettre au four. Donc là, je vous ai dit, on est parti en gros pour une quarantaine, cinquantaine de minutes. Je ferai le suivi parce que normalement, on a le chou le plus petit ici. Donc sans aucun problème, derrière, je pourrai vous prévenir quand les vôtres seront cuits. On va ensuite... Oui. Alors moi je conseille plutôt d'enrober le plat. Ça utilise un petit peu plus d'aluminium, mais l'aluminium est moins en contact avec l'aliment. Donc il y aura moins d'échanges. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette période où on disait que les papillotes étaient cancérigènes. Ben justement, le fait que l'aluminium ne soit pas en contact direct avec l'aliment évite les échanges. Comme ça au moins ça permet d'éviter tout mal-être au niveau de la santé. Même si au final, la papillote, il faut que ça reste encore à prouver. Mais bon. Ensuite, on va pouvoir préparer un saladier. Alors, on va préparer notre sauce. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est la technique de la mayonnaise, plus ou moins. Donc, on va venir prendre un saladier. Bon, alors que nous, on a le cul de poule en cuisine. On vous a fourni 2 œufs dans vos poches. Et un pour Alexandra. Et un pour Alexandra. On vous a fourni aussi une poche d'huile végétale, l'ail noir et la moutarde. C'est le mélange moutarde et sauce anglaise. Tu l'avais notifié comment?
Moutarde aioli, non, peut-être. Mélange aioli, je crois. Ou mélange aioli, ouais, sur votre poche, ça doit être notifié. Vous allez aussi pouvoir préparer un fouet. Et en fait, le but, ça va être donc de clarifier nos œufs. On va monter notre mayonnaise donc avec la moutarde, ensuite avec un petit filet d'huile, et on va faire donc cette émulsion. C'est pareil, nous en professionnel, la mayonnaise normalement c'est 24 heures. Chez vous, s'il vous en reste à la suite, vous pouvez la réutiliser jusqu'à 3 jours. Il y a pas de problème là-dessus, surtout qu'on a des œufs qui sont frais. Donc il y a aucun souci avec ça normalement. Donc ce qu'on va faire tout simplement, ça va être de clarifier nos œufs. Donc comme je vous ai dit, on va prendre donc nos œufs, les claquer, et on va venir séparer les blancs des jaunes. Alors là, dans cette recette, on ne va pas utiliser les blancs. Si vous voulez les réutiliser chez vous par la suite, vous pouvez parfaitement, soit en faisant des meringues, soit en faisant un petit peu comme des macarons, donc c'est-à-dire monter les blancs en neige, rajouter des sucres dedans, de la poudre d'amande, de coco ou de noisette, et faire des petits biscuits avec ça. C'est excellent, ça va très vite à faire, et c'est vraiment, vraiment quelque chose de très appréciable. Donc là voilà, on a nos 2 œufs qui sont clarifiés. On va ensuite rajouter le mélange moutarde et sauce anglaise. On va mélanger très rapidement tout ça. Et alors là, ceux qui sont 2 vont être légèrement avantagés, mais comme la semaine dernière, on va vous expliquer pour comment bien monter une mayonnaise. Il va falloir donc faire couler l'huile à petits filets dans cette émulsion de moutarde et d'œuf. Voilà, comme ça. Je vais pouvoir le mettre de côté. Donc on vient tout simplement mélanger très rapidement cet ensemble. Et ensuite, comme avec la marinade du chou tout à l'heure, on va venir couper juste un tout petit coin et faire glisser l'huile tout doucement. Donc comme la semaine dernière avec la béarnaise, si chez vous vous êtes seul, vous pouvez caler le cul de poule avec un linge ou avec quelque chose d'humide, comme un essuie-tout ou quelque chose de cette tranche-là. Ça vous permettra de tenir le saladier en dessous. Donc c'est très important là de verser l'huile tout petit C'est ça, là à tout petit filet, on va venir donc couler notre huile de manière à faire une émulsion stable. Comme la semaine dernière, en fait, quand vous mélangez, vous voyez que c'est bien brillant en mettant l'huile. Plus l'huile est émulsifiée avec l'œuf, plus le mélange va devenir un petit peu satiné. Donc c'est-à-dire qu'il va perdre un petit peu en brillance. Oui. Oui, c'est ça, c'est l'huile végétale, la poche. Huile aioli. Huile aioli, alors c'est notifié dessus. Petit à petit, oui, on va finir par mettre l'ensemble. C'est pour ça que je vous disais que derrière cette sauce, vous n'allez pas la manger en entier, en fait, dans votre plat. C'est pour ça que je disais que par la suite, vous allez pouvoir réutiliser cette sauce pour faire différentes préparations, parce qu'il va forcément vous en rester. Si jamais vous voyez que votre mayonnaise commence à trancher, donc c'est-à-dire que l'émulsion ne prend pas, arrêtez de verser de l'huile et secouez vraiment énergiquement de manière à bien réémulsifier l'ensemble. Je vois qu'il y a des petits outils de triche du côté de Yann et Patrick. Je vois qu'on tourne une machine plutôt qu'on secoue avec un fouet. Est-ce que ça fonctionne bien au moins? Bon, bah alors c'est très bien. Punaise, mais vous avez du matériel plus professionnel que les pros là.
Est-ce que ça va chez vous, Alexandra, aussi? Pouce en l'air. Au top. Si le pouce est en l'air, c'est que ça va bien. Alors c'est très bien. Parfait. C'est une très bonne nouvelle. Et chez Alex et Pauline, on demande rien, mais bon, ils ont un peu plus l'habitude. On les connaît aussi très bien. Quand il y a une question, c'est vite posé. Allez, là, je vais pouvoir finir de rajouter toute mon huile. Oui, alors on a le goût de la moutarde qui est pas beaucoup présente, mais qui est assez présente tout simplement parce qu'après on va rajouter quelque chose qui est très fort, qui est l'ail noir. Et c'est pareil, on vous a fourni un citron, on va mettre un demi-jus de citron. Et alors la chose importante à cette étape-là, c'est une fois qu'on aura donc rajouté l'ail noir, on va mettre le sel et le poivre dans le citron, tout simplement pour assaisonner notre masse. Parce que là, pour le moment, on n'a pas mis du tout de sel, donc elle n'est pas assaisonnée. Donc vous allez voir, l'ail noir, c'est quelque chose d'assez collant comme ça. Ça vous fait une petite boule de pâte à modeler un petit peu collante. C'est tout à fait normal. Une fois que notre mayonnaise est montée, on va tout simplement pouvoir venir rajouter notre ail noir à l'intérieur. Donc tout simplement, on va mettre la pépite comme ça et puis on va la casser avec le fouet ou avec le matériel que l'on utilise, n'importe. Et en venant remuer comme ça, on va tout simplement casser les mottes et, euh, et avoir quelque chose qui va commencer à se mélanger au bout d'un petit moment. Alors à ce moment-là, il faut vraiment mélanger énergiquement avec le fouet justement pour casser les mottes d'ail noir. Et qu'ils se répartissent bien dans l'ensemble de la masse. Donc là voilà, ça commence à être pas mal. On va donc prendre notre petit citron, on va le presser. Une fois que c'est fait, on va venir rajouter donc notre sel, notre poivre. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre 3 pincées, on va dire, moyennes, parce on a quand même quelque chose comme 30 centilitres. Donc 3 poignées moyennes comme ça en sel et en poivre, une poignée. Donc moi, ça va me faire 4 tours de moulin à poivre. Chez vous, si vous avez tout simplement comment ça s'appelle, un shaker à poivre, l'équivalent de 3 petits shakes, ça suffit. Donc là, je viens mélanger mon citron, mon comment ça s'appelle, mon sel et mon poivre. Je vais même venir ajouter un tout petit peu d'eau à l'intérieur, tout simplement pour que le sel fonde bien. Mais c'est quelque chose comme 2 petits millilitres, hein, 2 petits centilitres, pardon. C'est vraiment, on éteint le robinet et puis on laisse tomber les 3 gouttes quoi, qui tombent à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de très subtil pour aider le sel en fait à fondre à l'intérieur du citron. Et donc je vais aussi venir le rajouter petit à petit. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une sauce qui est bien onctueuse, une mayonnaise qui est bien onctueuse. C'est en venant rajouter un petit peu de liquide à la fin de l'émulsion comme ça. Alors d'une, ça permet d'aider à la conservation parce que l'acide vient toujours naturellement aider à la conservation et en plus de ça, ça stabilise l'émulsion. Donc c'est-à-dire que
mayonnaise ne devrait, à partir de cet instant-là, bon, sauf si vous la faites chauffer naturellement, mais à partir de ce moment-là, ne devrait, enfin, devrait rester une seule et même sauce. Il n'y a plus possibilité que l'huile soit rendue par l'émulsion. Oui. Alors juste, il y a donc le jus d'un demi-citron, trois pincées de sel moyennes, comme si vous saupoudriez sur un plat, trois pincées de sel, un peu de poivre. Alors nous, on met du poivre noir ou gris généralement dans ces préparations parce que c'est des poivres au goût assez franc. Et 2 petits centilitres d'eau. C'est vraiment quelque chose qui va aider en fait le sel à fondre dans cette mayonnaise. Et donc là, vous voyez mon résultat. J'ai donc une mayonnaise qui a cette couleur légèrement marron. S'il reste des petits bouts d'ail à l'intérieur, c'est voulu. Tout simplement parce que ces petites pépites, quand vous allez mordre dedans, ça va intensifier le goût de l'ail et par-dessus tout, ça va apporter un petit peu de matière à notre sauce. Et vous allez voir, cet ail noir, c'est vraiment quelque chose de très bon, c'est très doux, donc ça va venir tout de suite adoucir un peu les préparations qu'on est en train de faire. Et donc une fois qu'on a cette mayonnaise, donc je repasse un dernier petit coup dedans pour être sûr qu'il n'y ait plus de gros morceaux d'ail, mais on est bien. On va pouvoir venir la débarrasser dans un petit plat et la conserver au frigo. Cette sauce est une sauce qui va se manger froide, donc c'est déjà parfaitement normal. Et puis ensuite, plus cette sauce restera au frais, plus vous aurez possibilité derrière de la conserver longtemps. C'est pareil, si jamais un de ces quatre, vous avez par exemple l'ambition de vous faire un tartare frites ou quelque chose dans cette histoire-là, cet aioli va très très bien aussi avec des pommes de terre qui sont frites, ou même avec des pommes de terre style pomme noisette ou pomme dauphine. C'est une sauce, bah, c'est une base de mayonnaise, quoi, tout simplement. Donc ça va vraiment aller avec toutes ces préparations frites. Même si vous mangez dans un fast-food des préparations de poulet frites, pour ne pas nommer la préparation exacte, vous pouvez parfaitement les manger avec, vous allez voir, c'est délicieux. C'est une petite sauce toute simple et rapide qui va avec vraiment beaucoup de choses. Et donc on va pouvoir venir la conserver au frais. À la suite de ça, on va pouvoir aussi préparer nos entrecôtes. Alors on va tout simplement les enlever du sous-vide, tout simplement parce que la viande rouge a besoin d'une certaine oxydation, pardon. Ça va d'une lui faire regagner de la couleur et puis ensuite ça développe de nouveau ses arômes. C'est une viande qui a besoin de comment dire d'oxygène pour vraiment laisser tous ses arômes se développer correctement. Donc comme je vous ai dit, on est sur du bœuf qui a été maturé, donc c'est-à-dire qui a été laissé en chambre froide pendant un petit moment pour vraiment attendrir et assécher les viandes. Ça permet d'augmenter le goût et la tendreté, comme je vous ai dit. Vous avez des belles escalopes, vous voyez, donc elle est bien fleurie, ce qu'on appelle persillée, pardon, ce qu'on appelle persillée. C'est toutes les petites nervures de gras que l'on a à l'intérieur de la chair qui au final en cuisant ne vont pas paraître grasses parce qu'elles vont fondre et elles vont tout simplement venir nourrir la viande pendant la cuisson. Et vous allez voir, on a pris le choix sur cette recette de ne pas vous mettre ni de beurre, ni de thym et de romarin comme on le faisait auparavant pour donner du goût à la viande, parce que naturellement c'est une viande qui a plus de goût. Donc comme ça on respecte plus le produit et comme je vous disais sur la présentation, dites-nous-en des nouvelles parce que franchement normalement c'est une viande très très bonne. Et on va la laisser tout simplement sur le côté pour pouvoir qu'elle remonte en température. Ça va permettre d'avoir une cuisson qui sera nettement plus maîtrisée. Et puis ensuite, ça va permettre de pouvoir la cuire plus vite, ce qui est quand même beaucoup plus agréable d'avoir une cuisson rapide une fois que tout le reste est prêt. Sachant que cette recette est très simple en plus.
vous allez voir, on va avoir quelque chose, un résultat qui est top. Donc là, je la laisse sur le côté. Oui. Ah, c'est vraiment, c'est excellent. C'est très rapide à faire. Et puis c'est nettement meilleur pour la santé en plus, parce que du coup il y a moins toutes les graisses saturées, insaturées dont on ne connaît pas trop la provenance. C'est des œufs frais, c'est pas des œufs en poudre. Enfin pour votre santé déjà c'est nettement meilleur. Et puis en plus à la bouche c'est meilleur, c'est vrai. Et puis comme vous l'avez vu, ça prend vraiment 30 secondes. Oui. Alors après on les a, on les met sur le site. Naturellement. Et puis on est en train d'essayer de voir aussi pour ceux qui ont participé d'envoyer parce qu'on a des fiches recettes en fait. Je fais des fiches recettes comme si je faisais des fiches pour le restaurant avec les quantités, les ingrédients nécessaires et la progression. Comme ça au moins vous êtes sûr de pas avoir de pas avoir de soucis pendant les recettes si vous voulez les refaire à la maison. Et également, on a planifié de mettre en ligne des petites vidéos. Alors, il y aura des recettes. Notamment, on aura la mayonnaise, un pesto à l'ail des ours, un petit ketchup maison. Et ce sera des petites vidéos de 10 minutes à peu près qui seront publiées sur le site, enfin, sur notre page YouTube. Parce que c'est pareil, on va essayer du coup, on a fait des ketchup de carottes, de betteraves, enfin on a essayé d'avoir un point de vue un peu alternatif. Donc va vous permettre, vous à la maison, de refaire ces recettes-là très facilement pour vos apéros, pour vos repas, pour tout ça. Pour nous inviter. Oui, ou pour nous inviter si vous le souhaitez, mais bon. Donc ensuite, on va passer sur toute la préparation à base de comment dire de d'épinards et d'ail des ours. Donc déjà l'ail des ours, alors je sais qu'il y en a de sources sûres qui savent ce que c'est. Si jamais, voilà, donc c'est une plante que moi je vais ramasser quand je fais mes randonnées dans la nature. C'est une plante que je vais ramasser donc dans la nature. Celles-ci ont été ramassées hier soir entre deux averses. J'ai réussi à y aller. Je ne sais pas si vous avez senti, vous pouvez aussi tout simplement couper un petit bout comme ça, venir le manger. C'est quelque chose de très gourmand, de très frais, qui change de l'ail justement comme on vous le fait travailler comment dire, en racine, quoi, en bulbe. Alors là, on va le cuire un peu, donc il va perdre un tout petit peu de son goût. C'est pour ça que vous en avez quand même une petite quantité. On va venir le mélanger à tous ces épinards. Alors là, c'est pareil. Vous vous dites qu'il y a énormément d'épinards. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des épinards à la maison, mais là, en vrai, vous allez vous retrouver avec l'équivalent de ça à peu près en volume. Ça va faire une petite louche en fait, enfin une bonne louche quand même, mais ça va vraiment fondre énormément. Donc là, il va falloir qu'on fasse tous nos épinards. On va le mélanger donc avec cette ail des ours et on va faire une petite brunoise aussi de rhubarbe. On va juste venir la peler, la tailler en cubes et ensuite on va donc s'amuser à sauter nos épinards. Les épinards, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de le cuire dans la plus large casserole que vous avez, qui a un maximum d'épinards au contact de, de, du fond de la casserole qui sera vraiment chaud. Ça va permettre d'une de cuire les épinards rapidement et ensuite d'avoir des épinards qui gardent leur couleur. Parce que si vous les faites dans une petite casserole entre guillemets haute, les épinards vont avoir tendance à surcuire et à devenir ce qu'on appelle nous vert de gris. Donc c'est-à-dire qu'ils vont devenir un peu sombres. C'est absolument pas le but recherché. Il faut qu'ils gardent leur belle couleur. Donc on va tout simplement donc venir ouvrir nos épinards, tout simplement pour les laisser sécher aussi un petit peu, parce que ce matin je les ai lavés et je les ai un peu séchés. C'est plus joli que Mais quand on est lundi, hein. ah oui, oui, là c'est de la petite pousse d'épinards. Alors ça, nous, c'est ce qu'on commande aussi pour si jamais vous venez au restaurant pour faire les salades d'épinards. C'est des toutes feuilles, toutes jeunes. Rien que comme ça, c'est excellent. Il y a ce petit côté acide de la jeune pousse. Moi, j'adore ça. Je suis sur fan. Oui,
Alors, normalement, pendant la saison, surtout dans la zone, ça se trouve quasiment partout. Migros, Coop, je sais qu'ils en vendent dans les petits sachets dans le rayon des herbes. Sinon, il doit y avoir Ratatouille du côté de Vevey. Il doit y avoir Minestrone du côté de Montreux, juste à côté de la Manor. Et du côté peut-être de Lausanne, je n'ai pas comme ça de nom, mais ça doit se trouver assez facilement. Parce que c'est vraiment une plante endémique ici. C'est vraiment une plante des massifs alpins à la base qui s'est un petit peu retrouvé dans tous les massifs en Europe. Dès qu'on a les premiers doux là comme ça pousse partout. C'est vraiment affolant. Oui, alors c'est assez facile à trouver dans la nature. Simplement, le seul conseil que je peux vous donner si vous voulez aller en ramasser, faites attention parce que c'est une feuille qui ressemble beaucoup au muguet. Le muguet qui pousse en général fin avril, c'est des plantes qui ressemblent beaucoup au muguet et le muguet est très toxique. Donc les feuilles se reconnaissent bien, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, le détail parmi tous, on casse la petite tige qui est au milieu, on met à son nez, si ça sent l'ail, c'est de l'ail des ours, c'est obligé. Mais il faut quand même faire attention parce que du coup, alors on a juste l'appareil qui se rallume, l'image revient, ne vous en faites pas. Mais oui, si vous avez cette forme de feuille là, donc c'est-à-dire longue, avec les bords qui sont légèrement flétris et la côte qui est bien blanche et que ça sent l'ail, c'est obligatoirement de l'ail des ours. Et c'est pareil, d'ici allez, à peu près 2 semaines, je pense, 2 à 3 semaines, les premières fleurs d'ail des ours vont commencer à sortir. Les fleurs sont aussi très très bonnes. Et si jamais les boutons se consomment aussi, on peut les préparer comme des cornichons, donc c'est-à-dire dans du vinaigre. Et on a vraiment un petit bourgeon qui est excellent. Ça se mange même mieux, moi je trouve, que les cornichons avec une raclette, avec une fondue, avec toutes ces préparations hivernales là. C'est vraiment Avec les excellent. boutons? Et les boutons de fleurs, ouais. Ah, Et même, par exemple, si vous faites des petites bruschettas, parce que là on arrive dans l'été et qu'on n'est plus trop sur la fondue et la raclette pour les vrais, ben, du coup, ça peut aussi se mettre sur des petites bruschettas de tomates, ça peut se mettre sur, quand on fait un capard d'aubergine, par exemple, ça va très bien avec l'aubergine aussi. Enfin, c'est vraiment, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Et le fait de les mettre en saumure comme ça, on peut les garder plus d'1 an sans aucun problème. Donc ça permet d'avoir de l'ail des ours toute l'année. C'est pareil, nous on est en train de préparer un peu tout ça là pour la réouverture. On va faire du sel d'ail des ours normalement. C'est-à-dire qu'on va faire sécher notre ail des ours, on va en faire une poudre, mélanger à du sel. On va pouvoir mettre ça directement sur nos entrecôtes, côtes, Châteaubriand, enfin sur toutes nos pièces de bœuf qu'on va venir assaisonner comme ça sur la fin. C'est aussi très très bon. Donc là, pour faire simple, maintenant que j'ai ouvert donc mes petits épinards, je vais venir couper assez grossièrement les feuilles d'ail des ours. Alors vous pouvez en garder s'il y en a deux petites comme ça qui vous paraissent sympathiques. Vous pouvez les conserver entières pour en mettre sur une déco. Après, là, c'est pas comme la semaine dernière. J'ai pas spécialement pris des petites feuilles pour faire une décoration, donc c'est pas spécialement obligé. Mais vous pouvez le faire si vous voulez chez vous à la maison. Je vais d'ailleurs en garder deux. Comme ça, je vais vous donner deux, trois petites astuces pour essayer de tailler tout ça pour faire quelque chose d'assez joli. Donc on va venir couper donc nos feuilles là. Vous voyez sur les feuilles que j'ai, en gros, je suis venu les couper en quatre. Ça fait des morceaux assez gros comme ça de manière à ce que ça fasse à peu près la taille d'une feuille d'épinard. Comme ça va vraiment se fondre dans la masse. On va vraiment avoir cet ensemble qui va venir se mélanger. Ça va être pas mal du tout. Donc là, voilà, je viens tout simplement le mettre dans mon sac d'épinards. Je mets un petit tour et on va tout simplement venir mélanger tout ça. Hop là. Bon, après, si vous n'êtes pas à l'aise à le faire comme ça chez vous, n'hésitez pas à le mettre dans un, comment ça s'appelle, dans un saladier ou même dans une casserole sur un lèche-frite. Ça vous permet de bien mélanger le tout. Donc, moi, ce qui m'embête un peu au final avec cette technique-là, c'est surtout que tout reste collé ensemble, donc c'est encore un peu humide. Bon, rien de grave, rien de grave.
Ça me donne faim déjà. Ouais, c'est vrai que c'est une recette qui est assez sympathique. Et puis en plus, pour une fois, on met pas de féculents dedans. Donc du coup, on mange 100% légumes. C'est très healthy. Pour le retour du maillot cet été, la recette parfaite. Donc après tout ça, on va tout simplement s'occuper de notre petite rhubarbe. Donc vous pouvez déjà, si vous avez les mains libres, hein, bien évidemment, n'allez pas vous blesser en vous précipitant, prendre un économe, donc un épluche légumes. On a perdu. Ah non, c'est bon. Ça va, c'est le réseau, il a sauté. Bon alors moi bien évidemment, je l'ai utilisé, je ne sais pas où je l'ai rangé. Non, mais c'est pas grave, je vais le faire au couteau. Économe? Ouais. Tiens. Ah bah celui-là, c'est même pour moi qu'il est rangé là. Bon, n'hésitez pas hein, de temps en temps prendre une petite pause, boire une gorgée. On n'est pas pressé, hein. On est là pour faire plaisir avant tout. Il est bon celui-ci aussi. Hein. On n'a pas l'habitude de voir des vins rouges suisses comme ça. Il est presque un peu animal, il est presque. Enfin, c'est assez puissant. Ouais. Donc, je suppose que nous avons des valaisans avec nous ce soir. Ouais, là je pense que si on dit qui est valaisan, tout le monde fait ouais. Ok. Donc voilà, donc notre petit bâton de rhubarbe. Donc vous avez vu là, vous avez en gros 5-6 cm de rhubarbe. Donc c'est une tige. C'est une partie qu'on n'a pas trop l'habitude de manger, qui en plus d'habitude quand on mange de la tige, c'est vraiment pas la partie la plus folle du légume. Mais là pour le coup, c'est un légume donc qui va être très acide, qui est très très bon pour la santé aussi. Donc n'hésitez pas à en manger de temps en temps, c'est vraiment très très bon. Ça se mange très très bien en confiture aussi, confiture de rhubarbe avec un foie gras ou avec un fromage. C'est juste merveilleux. Donc pour faire simple, comme vous voyez là, la rhubarbe sur ce côté-là est un petit peu creuse. Donc là, ça va être la partie entre guillemets un peu chiante à éplucher. Donc on va venir en fait tout simplement passer 2-3 fois dessus. N'hésitez pas à partir d'abord d'un côté parce que forcément les côtés sont pas forcément à plat, donc c'est-à-dire de la même hauteur. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à tailler un peu sur les côtés, on va pouvoir venir éplucher au cœur. Et donc là, vous voyez déjà, toute cette partie-là est épluchée. J'ai plus que ce cœur central qu'on va venir donc éliminer en 2 passages supplémentaires. Et tout va bien. Ah tiens, j'ai même encore un tout petit peu de peau de ce côté-là. S'il vous reste un tout petit peu de peau, c'est quelque chose, c'est une peau qui est assez filandreuse. Donc n'hésitez pas à aller en prendre un petit peu avec une pointe de couteau comme ça et à tirer pour venir l'enlever. Ça se fait très facilement. Et ensuite, on va finir de faire le tour pour venir entièrement éplucher notre rhubarbe. Alors là, ça va être la technique un peu la plus complexe maintenant du cours parce qu'il va falloir réussir à faire des tout petits cubes de cette espèce de baguette en demi-cercle. Donc là, en plus, je suis planche blanche avec un aliment blanc comme jamais. Je vais aller chercher la petite planche verte pour que vous voyez mieux. Ça va être de tailler assez finement, donc en partant du côté plat, parce que là, le but, ça va être justement d'utiliser ce côté plat pour avoir un maximum de facilité. Donc vous voyez là, j'ai donc c'est bon, là je suis bien calé, voilà. Donc là ici j'ai mon côté plat et en fait on va venir donc le débiter dans ce sens-là, un peu comme un tronc sur lequel on va venir enlever des planches au final. On va venir donc tailler des bandelettes
le plus fin possible. Donc là, vous voyez, moi j'ai quelque chose qui doit faire au plus large, parce que bon, c'est pareil, j'étais pas non plus hyper droit, mais au plus large, ça doit faire 2 millimètres. Et le but, ça va être d'essayer d'avoir ces petites bandelettes d'1 millimètre. Donc comme d'habitude, vous mettez donc votre main un petit peu comme si vous preniez une prise d'escalade. On vient caler le bout de rhubarbe avec le pouce contre l'ongle. Et c'est ce qui va permettre en fait de faire tenir la rhubarbe droite, comme ça, à une main. Et ensuite, une fois qu'on est dedans, là moi c'est pareil, je commence à être un petit peu fin. On peut venir tenir de chaque côté avec nos deux doigts. Et donc on a toujours cette bandelette assez fine de 2 millimètres. Donc là sur une rhubarbe, comme on vous les a donné, en gros ça finit en 4 ou 5 bandes. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a vraiment notre base à venir tailler ensuite. Donc pour ça, je fais 2 petits tas de 2, comme ça au moins on est sûr qu'on est bien calé, que les bandelettes ne vont pas tout simplement s'en aller par la pression. Et ensuite, dans la longueur, on va venir donc tailler donc, de cette manière-là. Je pense que sur la lame, ça se voit bien. Des petites, un peu comme si on avait fait des frites, bâtonnées, qui fait en gros 2 millimètres sur 2 millimètres. Bon, chef Alex, si tu devais mettre une note à chef Pauline sur le taillage, on en est où là? Mieux que la perfection, c'est terrible. On va pas trop tarder, les cuissons ne vont pas trop tarder. Là, il nous reste approximativement du coup 5 minutes de cuisson sur le chou-fleur. Donc ça va pas trop tarder. Ça va chez tous les autres après. Le pouce est en l'air, donc ça veut dire que tout va bien. Et donc après, une fois qu'on a donc tous ces petits bâtonnets, on vient en gros, plus ou moins, reformer notre rhubarbe. Et donc toujours la même technique, on vient mettre nos doigts comme si on agrippait une prise d'escalade, on vient mettre le pouce derrière pour tenir l'ensemble, et ensuite on va venir faire glisser le couteau contre la phalange pour venir avoir un taillage précis. Et par-dessus tout, avoir le minimum de risque possible. Parce que de cette manière-là, il n'est pas possible de se couper les doigts, vu que la seule partie qui est en contact, c'est donc cette phalange-là, et qui est contre le plat du couteau. Donc il y a aucun risque qu'elle rencontre le... Parce que j'ai un caméraman qui s'est enlevé un bout de pouce il n'y a pas si longtemps que ça. C'est moyen. Ah, ça fait mal, hein. En coupant de l'ail des ours d'ailleurs. Ah ben c'est ça de vouloir se faire plaisir. Mhm. Et du coup, on va donc venir tailler toute notre petite rhubarbe. En plus, là, se couper avec de la rhubarbe, c'est pas rigolo parce que le fruit en lui-même est acide. Donc, vous imaginez avec un citron, vous obtenez la même chose. Donc ensuite, on va venir mettre le tout dans un petit bac. Et comme tout à l'heure, on va juste le recouvrir légèrement d'eau avec un tout petit peu de citron pour éviter que la rhubarbe rougisse parce qu'à l'oxydation, elle a tendance à légèrement rougir. Donc là, vous pouvez mettre ça, même si chez vous, vous avez une tasse à café, ça ira très bien, hein. Il faut juste les recouvrir d'eau. Donc il doit y avoir quelque chose comme 3 ou 4 centilitres d'eau à mettre par-dessus. Et sur le demi-citron qui vous reste, vraiment, on vient tout simplement en mettre allez, une dizaine de gouttes de citron, ça suffit.
Donc là derrière, je sais pas trop si vous avez vu, mais votre viande, elle est en train de remonter en couleur. On est en train de reprendre un rouge grenat un peu. Là, on commence à avoir vraiment la couleur véritable de la viande et par-dessus tout, je sens que mon plat est bien froid, donc ça veut dire que l'entrecôte en elle-même est en train de remonter en température. Donc là, maintenant, je vais simplement faire un petit check pour vérifier la cuisson du chou-fleur, parce que bon, Attends, Thomas. oui. Non, 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 comme je disais, c'est juste mettre maximum une dizaine de gouttes. C'est juste pour acidifier un tout petit peu l'eau et parce que le citron contient des antioxydants. Donc ça permet d'éviter que la rhubarbe s'oxyde, parce qu'elle a tendance à devenir légèrement rougeâtre. Et ce qu'on souhaite, c'est juste qu'elle soit bien blanche. C'est tout. Sinon, y a aucune perte de saveur ni rien du tout. C'est vraiment du pur esthétisme. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert vos fours un peu pour vérifier, pour voir si tout se passait bien. Mais il y a déjà une très forte odeur de choux et d'épices qui se dégage du four. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Donc là, la technique, si jamais vous voulez refaire tout ça à la maison, ça va être tout simplement de retourner notre chou et de venir le piquer dans le creux comment dire, du bouquet sur la tige en fait. Ça va vous donner une indication un peu comme une pomme de terre. Si le couteau arrive à sortir tout seul, ça veut dire que la fibre est cuite. Donc là, on commence à être pas mal. Chez vous, vous devez être à peu près au même stade. Si vous le souhaitez, maintenant, vous pouvez découvrir votre chou-fleur et on va le laisser finir sans l'aluminium sur le dessus. On va venir faire sécher tout ça. On en a en gros pour une petite dizaine de minutes. À 180 degrés toujours, on conserve la température. Je vais juste en profiter pour mettre un petit coup de nettoyage sur mon couteau. Et ça fait plaisir. Ça, je l'ai remis au four sans aluminium, tout simplement parce que quand on fait cette cuisson un petit peu à l'étuvée avec la vapeur, les épices ne vont pas s'assécher. Elles torréfient, donc c'est-à-dire qu'elles augmentent leur goût, mais elles ne vont pas sécher. Et ce qu'on cherche, c'est avoir une légère croûte sur le chou-fleur pour avoir un léger croustillant en fait d'épices comme ça. Et pour ça, donc, on fait chauffer notre chou-fleur. D'ailleurs, Alexandra, vu que vous voulez le manger demain, si vous voulez, vous pouvez arrêter la cuisson du chou-fleur maintenant et tout simplement en le remettant demain à 180 degrés, vous le laissez une dizaine, quinzaine de minutes et le vôtre devrait être cuit parfaitement. Comme ça permet d'avoir de bons conseils pour la suite. C'est pareil, si vous voulez, il vous restera. Donc, on va faire cuire les épinards, comme ça vous aurez les épinards cuits. Et comme je vous ai expliqué quand j'ai livré donc votre panier, la viande, vu que c'est un petit morceau de viande, en fonction de la cuisson que vous voudrez avoir par la suite, pour un bleu, c'est 3 minutes de chaque côté. Pour un saignant, c'est, allez, on va dire entre 4 et 5 minutes de chaque côté plus le temps de laisser tirer. Et pour un point, on va être entre 5 et 6 minutes de chaque côté à feu assez fort. Donc après, c'est comme vous souhaitez. Soit on fait toute la recette ensemble et demain vous avez plus qu'à comment dire qu'à réchauffer. Soit vous ferez tout ça demain. Je vous laisse le choix. C'est comme on veut. De toute façon, la vidéo sera sur YouTube. De toute façon, voilà, la vidéo sera toujours soit sur le live Facebook, parce on est en live Facebook, donc la vidéo reste visible jusqu'à ce qu'on la supprime, en gros, ou que Facebook le fasse à notre place. Soit sinon, elle sera mise sur YouTube aussi. Donc n'hésitez pas demain, si vous avez le moindre doute, vous pourrez revoir la vidéo. Hop là.
Donc chez vous, je ne sais pas comment vous allez faire les épinards, dans quel type de casserole. Normalement, nous, on les fait dans des poêles comme ça, au service, tout simplement parce que comme ça, la portion est entièrement en contact. Là, il y a quand même une petite quantité, il y a approximativement 300 grammes, ce qui fait deux très belles portions. Si chez vous, vous avez des faitout, par exemple, enfin des casseroles assez hautes, n'hésitez pas à utiliser ça. Parce que je vous dis, même si ça va énormément réduire, le but, ça va être d'avoir une quantité vraiment parfaite. Voilà, si vous avez ce type de casserole là, par exemple, ou même ce type là, donc un peu type cocotte minute, hop là. N'hésitez pas, hein, vous pouvez parfaitement les faire cuire là-dedans. Ça ira très bien. Oui, vous pouvez parfaitement les faire dans un wok aussi, sachant que le wok, alors tout dépend du modèle, si c'est un wok, comment dire, induction ou si c'est un wok tout simplement qu'on met sur un feu. Mais normalement, la particularité du wok, un peu comme la poêle, c'est que l'entièreté de la surface est à la même température. Donc il faut quand même faire attention parce qu'en général, quand un wok fume, parce que là on va faire donc un départ à l'huile fumante, quand un wok fume, c'est qu'il est vraiment très très chaud. Donc il faut juste être à des degrés de fusion un petit peu inférieurs. Mais c'est tout à fait possible. Alors attendez, je vérifie juste qu'il passe. Oui, j'ai de la chance. Donc là, pour utiliser un peu le même matériel que vous, j'ai aussi pris un faitout. Ça me fait bizarre de réutiliser les noms, on va dire, des ustensiles. Ouais. Parce que ça, pour la petite information, chez nous, ça s'appelle un rondeau. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pareil, on vous a mis de l'huile d'olive, du coup, pour la cuisson des épinards. Donc, vous avez un petit sachet d'huile d'olive. C'est une huile d'olive, alors pour être 100% franc avec vous, il y a un tout petit peu d'huile végétale aussi à l'intérieur, tout simplement parce que ça augmente sa température de fusion. Donc c'est-à-dire qu'une huile d'olive, même de cuisson, brûle aux alentours de 130 degrés, alors qu'une huile, on va dire, de tournesol, de pépins de raisin ou autre, sont plus aux alentours des 200 degrés, entre 180 et 200 degrés. Donc en fait, rajouter un petit peu d'huile de cuisson végétale permet tout simplement d'amener la température de fusion plus haut et va vous permettre de mieux cuire vos aliments en ayant un meilleur goût. Parce que l'huile, une fois qu'elle est brûlée, elle prend un goût très amer, très rance. C'est vraiment pas bon du tout. Donc en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 2 tiers huile d'olive, 1 tiers huile végétale, et ça permet d'avoir une huile qui supporte un petit peu mieux la cuisson. Donc tout simplement, donc on va mettre cette huile à chauffer dans notre rondeau. Alors moi j'ai une induction qui tabasse, donc forcément j'ai à peine mis l'huile dedans, c'est déjà à moitié en train de fumer. Mais chez vous, je vais vous attendre, là je l'ai mis hors feu. Et je vous attends du coup pour qu'on fasse la cuisson ensemble. Dites-moi dès que vous voyez les premières fumées qui commencent à s'échapper de l'huile, on va tout simplement mettre nos épinards à l'intérieur. Préparez aussi, si vous pouvez. Alors moi, c'est pareil, j'ai pas de passoire, j'ai que des Chinois. Mais si vous avez une passoire à la maison, commencez à la préparer aussi, parce que l'eau, enfin les épinards en cuisant vont rendre pas mal d'eau, et on va donc chercher à éliminer cette eau à la fin de la cuisson pour pouvoir vraiment avoir des épinards qui ont une mâche et pas tout simplement une soupe d'épinards au fond de l'assiette, qui n'est vraiment pas excellent. C'est pareil, du coup, Alexandra, si vous le faites avec nous, vous pourrez tout simplement arrêter au moment où on va mettre nos épinards dans la passoire.
tout simplement. Comme ça, ça vous laisse le temps de les réchauffer demain. Vous pouvez les passer 30 petites secondes au micro-ondes. Ça va très vite les épinards parce que c'est plein d'eau. Donc simplement en les mettant 30 petites secondes au micro-ondes ou tout simplement avec une toute petite noisette de beurre, vous faites fondre la noisette de beurre et vous venez donc mélanger vos épinards à l'intérieur. Vous aurez une remontée en température qui sera vraiment très très bien. Parce qu'on aime bien le beurre quand même. Bah le beurre c'est la vie quoi. Mais c'est pour vous, on pense à vous, comme ça vous êtes obligé d'aller sortir faire un petit peu de sport. Ah ben oui, j'imagine, oui. Mhm. Et ouais, Beurnaise. la bearnaise, ouais. Alors, Alors n'hésitez pas à me dire quand vos casseroles commencent à fumer ou même directement à jeter, même chez vous, si c'est déjà un peu en train de fumer. N'hésitez pas à mettre les épinards dedans. La seule chose que je peux vous conseiller, une fois qu'il y a les épinards à l'intérieur, arrêtez pas de mélanger. Tout simplement pour que les épinards soient en maximum en contact avec le fond de la casserole et qu'ils cuisent le plus uniformément possible. Ok, bah allez, on va les jeter en même temps. Comme ça doit être à peu près bon pour tout le monde. Comme ça, au pire, j'aurai 30 petites secondes d'avance. C'est pas un problème. Donc là, je sais pas si vous entendez déjà, mais moi, ça chante un petit peu dans ma casserole là. C'est juste ce qu'on veut. Oh là là là. l'ail. Ah non, mais c'est surtout la fraîcheur des épinards là, comme ça, moi j'adore. Cette petite odeur acide au-dessus de la casserole. N'hésitez pas aussi à rajouter une bonne pincée de sel sur vos épinards. Ça va permettre de les cuire beaucoup plus rapidement et par-dessus tout de bien répartir le sel pendant la cuisson. Parce que là, ils n'ont pas encore perdu leur volume. Donc le sel va pouvoir bien se répartir partout. Si on sale à la fin de la cuisson, on aura un épinard qui ne sera pas salé uniformément. Donc mettez une bonne pincée de sel. Il n'en faut pas énormément non plus, tout simplement parce que comme je vous ai dit, le volume va chuter drastiquement. On va passer d'une poche qui doit faire à peu près, allez, j'allais dire 25 cm sur 25 cm sur 10 bons centimètres d'épais à quelque chose qui fait la taille d'une pomme. Donc on va perdre vraiment énormément de volume. Bon alors du coup maintenant Pauline, c'est le moment marrant de la recette. Il faut noter Alexandre aussi. Aïe, c'est plus dur. Ah, c'est plus dur. Et donc là, vous voyez, moi, mes épinards sont presque cuits. On peut mettre une dessus. J'ai donc, vous voyez là, ça commence à bien fondre. J'ai encore quelques parties de feuilles, comme ici, qui ne sont pas cuites. Donc là, à partir de ce moment-là, on va donc enlever l'eau qu'il y a dans notre petite rhubarbe et on va venir tout simplement mettre la rhubarbe dans nos épinards. On les met qu'à la fin parce que comme ça, on va essayer de garder une texture un peu croquante de la rhubarbe. C'est le point un petit peu important de cette recette parce que sinon, on mange tout simplement qu'une sautée d'épinards. C'est un peu moins sexy qu'avec un truc qui croustille un peu, qui appelle à la gourmandise. Alors c'est pareil, hein, si vos petits morceaux de rhubarbe ne sont pas parfaitement secs, c'est pas grave. Là, on va le remettre sur le feu, l'équivalent de 1 à 2 minutes, donc ça aura bien le temps de s'évaporer, le temps qu'on finisse. T'as le timer qui est fini pour le chou-fleur. Ok. T'avais remis à jour les 10 minutes que j'avais dit ou... Ok. Ah, de toute façon, ça veut dire qu'on va bientôt manger ça. Mhm. Donc là, voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai presque plus de liquide. Quand je passe en fait la casserole sur le côté, je vois que j'ai presque plus de liquide qui s'amoncelle. Je vais juste goûter une petite feuille d'épinard pour être sûr d'avoir assez assaisonné. Alors je vais juste rajouter une mini pincée de sel
mais par pure gourmandise. Voilà, on vient tout bien mélanger. Et donc là, on a une belle sautée d'épinards qui reste bien verte. La rhubarbe doit être légèrement croquante. Et on essaye de bien tout venir récupérer parce que la rhubarbe a tendance à rester collée sur les bords des parois de la casserole. Elle essaye d'échapper à son sort. Et voilà pour nous. Donc on amène toute notre petite vaisselle à la plonge. Alors nous on a un peu plus de chance, c'est qu'on a une pièce presque qui est réservée à ça. On a vraiment un coin à plonge, donc on peut se permettre de faire plein de recettes et d'entasser ça comme des animaux. Voilà, et donc là, on va tout simplement donc conserver nos épinards de la sorte. On viendra juste les repasser 2 petites minutes dans le four éteint une fois qu'on aura cuit notre viande. Je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau du chou. Donc maintenant, on va s'attaquer à notre viande. Donc tout simplement pour ça, on va mettre une poêle à chauffer avec un tout petit peu d'huile. Alors celle-là par contre on vous l'a pas fournie, c'est vrai que j'ai tapé ça. On aurait pu mettre un petit sachet d'huile végétale. Mais tout simplement on va venir en fait mettre un tout petit peu d'huile au fond de notre poêle. On va venir la mettre à chauffer tout doucement. On prépare nos 2 petits morceaux de viande. Alors moi je fais partie de l'école qui assaisonne avant la cuisson, mais juste avant, pas 1 heure ou 2 avant. Vraiment juste sur le moment avant d'être saisi. Tout simplement parce que je trouve que ça favorise la réaction de Maillard, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la formation d'une croûte sur la viande de sucre, donc comme on dit. Il est beau le gras, hein, une belle couleur. Hein. Ouais, là c'est vraiment de la belle entrecôte qu'ils nous ont donné. On a de la chance. Je pense que la viande va être excellente. Elle a une belle couleur sombre comme ça. Généralement, quand une viande a une couleur sombre de cette manière, c'est qu'elle a été mortifiée de manière très respectueuse. Hop, j'ai ma petite pipette de gras. Il faut qu'à la maison, il surveille le chou-fleur peut-être. Oui, alors n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur votre chou-fleur. D'ailleurs, moi, je vais éteindre le four. Comme ça, tout simplement, en préparant mes assiettes, on va pouvoir tout maintenir au chaud dans le four entrouvert. Donc comme d'habitude, pour la viande, on va attendre que notre poêle soit légèrement fumante. Tout simplement parce que ça veut dire qu'on a atteint un pic de température qui est idéal pour marquer une viande. Hop là, je vais venir mettre mes assiettes au-dessus du four, comme ça les maintient au chaud. Je vais mettre ma petite préparation. Alors n'hésitez pas à me dire comment c'est chez vous, hein. Dès que vous avez une poêle fumante, dites-moi tout. On viendra jeter nos petites entrecôtes dans une poêle. Non, on va mettre un tout petit peu d'huile végétale par contre. Alors comme je vous disais, on va pas faire comme les semaines précédentes avec des viandes qu'on va maintenir entre guillemets et qu'on va venir nourrir avec du beurre tout simplement parce que cette viande est déjà assez grasse. Elle est déjà maturée donc elle a déjà du goût. Donc pour vous puissiez entre guillemets un petit peu
comparer pour ceux qui ont déjà fait avant et puis pour goûter une viande de bonne qualité, on a choisi de ne pas la dénaturer en venant rajouter du thym, du romarin et du beurre. On va vraiment la laisser nature au maximum. Donc n'hésitez pas à me dire, maintenant je vous attends. Moi la poêle commence légèrement à crépiter, donc c'est que je commence à être bon. Je vais même d'ailleurs... Alors c'est le boucher des restaurateurs en fait, c'est chez Suter qu'on se fournit. C'est pareil, Vevey, il y a Ratatouille qui sont fournis par eux, il y a Minestrone du côté de Montreux. Sinon, il y a tout plein de, comment dire, de petits bouchers aussi, un petit peu partout en Suisse. Il y a possibilité de l'avoir simplement, enfin d'avoir une viande de cette qualité-là. Il suffit simplement de demander une viande maturée. C'est pareil, il me semble que c'est Migros aussi qui fait des Ouais. caves. Ils ont des caves, ils appellent ça le dry age, si mes souvenirs sont bons. Je ne suis pas sûr à 100% parce Ils ont que... une cave de maturation à Migros là. Donc. Ouais, ils l'ont, mais le nom, il me semble que c'est dry age. Je suis plus sûr à 100%, Ouais, mais en tout cas, ils ont des viandes maturées aussi. Qui peuvent être assez sympathiques. Et puis il y a aussi de la viande, de la production, beaucoup de production de viande en Suisse. Donc il y a tout à fait possible de trouver de la viande maturée, parce que la viande maturée se fait sur toutes les races de viande, que ça soit de la charolaise, que ça soit du highway, du black angus, toutes les viandes de bœuf se maturent, absolument toutes. C'est même un passage obligé parce une viande fraîche, entre guillemets, a une rigidité cadavérique et le fait de la maturer comme ça éloigne le plus possible le fait que cette viande puisse être raide. Donc une fois qu'on a notre poêle qui fume, on va venir tout simplement poser tout doucement notre viande. Elle est vraiment vraiment belle cette viande. Ouais, là, elle est vraiment très belle. Et alors, je sais pas si vous avez vu, mais moi, j'utilise une pince à dresser, ce qu'on appelle. Donc, c'est une petite pince qui me permet de pouvoir saisir les choses sans avoir du tout à pincer les viandes, enfin, à percer les chairs, en fait, tout simplement. Ça permet d'avoir une viande qui reste beaucoup plus juteuse pendant la cuisson et d'avoir une cuisson beaucoup plus uniforme aussi. Bravo, regarde, Yann il est équipé. Il y a une petite pince à dresser? Ils ont la pince. Ah, mais c'est merveilleux ça. Je sais pas, ben voilà. Ah, si jamais on recherche un commis, on vous envoie l'offre, c'est ça? Ils ont toutes la même. Donc là, moi, je suis, on pourrait considérer que je suis sur un feu mi-fort. Donc si vous avez une induction qui va de 1 à 10, grosso modo, je suis à 7, entre 6 et 7. On commence à avoir la première couleur qui commence à arriver. On est vraiment pas trop mal. Donc là, ça fait pas encore tout à fait 4 minutes, pardon, mais on va la retourner tout simplement parce qu'en fait, le secret entre guillemets d'une belle cuisson, c'est que 4 minutes par phase, vaut mieux faire 2 minutes, repasser 2 minutes, 2 minutes. Comme ça, on a une cuisson qui est vraiment uniforme. Et donc là, on a une belle couleur. Ah, je n'entends pas et puis je vois pas donc. On peut compter 3 minutes de chaque côté saignant en laissant tirer ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire laisser 3 minutes de côté dans une température pas froide, on va dire tempérée. Ça va permettre d'avoir un beau saignant. Et puis la technique que j'ai déjà donnée à Alex et Pauline, mais dont on n'a peut-être pas trop parlé aussi, c'est les perles de sang. C'est-à-dire que sur votre viande, quand la cuisson saignante comment dire, sera effective, vous allez avoir des toutes petites perles de sang qui vont se former à la surface du faux filet et ça va vraiment vous indiquer le degré de cuisson que vous allez avoir.
Et donc là, maintenant, je passe à la finition. Donc là, je passe sur un feu très très fort. Et on va faire 1 minute de chaque côté environ. Vous pouvez déjà remettre aussi, si ce n'est pas déjà fait, des épinards dans le four éteint. Comme ça va permettre d'avoir quelque chose de chaud. Et on va ensuite tout simplement passer sur le dressage une fois que nos viandes sont cuites. Et donc là, vous voyez, c'est important, ma poêle dégage tout le temps un petit peu de fumée. Alors il ne faut pas qu'elle devienne trop épaisse, sinon la poêle est trop chaude. Mais il faut toujours qu'elle dégage un peu de fumée, tout simplement parce que sinon votre viande va commencer à rendre son jus et on va perdre tout l'intérêt gustatif de la viande et surtout on va perdre beaucoup de texture parce que la viande va s'assécher, tout simplement. Et donc là, moi je les ai débarrassés et donc mis sous ma salamandre, c'est un maintien au chaud, vous pouvez aussi parfaitement le mettre dans votre four ouvert. Tout simplement parce que là, on n'est vraiment pas loin du tout de manger. Donc il faut vraiment, donc repartir sur quelque chose de très rapide pour le dressage. Donc là, j'ai repris ma petite maillot, je repasse un petit coup à l'intérieur, tout simplement parce que généralement, quand on laisse reposer un petit peu les choses, ça a tendance à s'épaissir. Donc pour redonner un petit coup de vif, entre guillemets, à mon assiette et surtout à ma sauce, je viens donc mélanger tout ça. Ensuite, je prends un torchon, je vais ramasser mon chou-fleur. Donc mon chou-fleur, vous voyez, il a une belle couleur marron sur le dessus. C'est exactement ce que l'on cherchait. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas tout manger ce soir. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est réutiliser demain les parures qui va nous rester avec la mayonnaise qui va vous rester. Vous pouvez vous faire une petite salade de pommes de terre et de chou-fleur aux épices comme ça. C'est excellent. Tu avais des graines de sésame dans le mélange d'épices, ouais? En fait, j'ai utilisé les petites plantes séchées là que tu nous avais ramenées. Ah, ouais, le thym. Et j'en ai mis un petit peu. Ouais, Le thym je sais libanais, là. plus exactement. C'est un thym libanais. Il me semble qu'il y a un petit peu de. Enfin, il y a différentes C'est plantes beau, à l'intérieur. c'est beau, là. Donc vous voyez là, on a donc notre croûte d'épices et le chou-fleur qui est resté bien violet. Donc tout simplement, j'ai donc paré le côté et j'ai donc utilisé le tronc, comme on peut le voir ici, pour venir faire en sorte vraiment que le chou-fleur se tienne bien en fait, tout simplement. Et donc je viens faire la même chose de l'autre côté pour avoir vraiment ce côté plat que l'on recherche. Alors c'est pareil, vous pouvez le mettre de ce côté-là. Si vous aimez les choses un petit peu plus sauvages, on va dire, vous pouvez le mettre de ce côté-là parce que du coup il y a plus de branches coupées, etc. Donc on a plus de visu. Moi je préfère celui-ci, personnellement, ça me rappelle un petit peu un arbre. J'aime beaucoup cette formation. Par la suite, on va venir donc mettre un petit peu de mayonnaise. Alors, nous, le jour de la photo, on a fait des petits points. Là, je me doute bien que chez vous, vous n'avez pas forcément de pipette comme nous. Donc, il y a deux techniques. Là, je vais vous montrer les deux. Comme ça, au moins, ce sera fait et on n'en parle plus. Donc là, ça va être juste la première. Donc, très rapide et très facile. Comme vous voyez, j'ai juste mis donc un petit bout de cuillère et on va venir donc tirer cette goutte un peu de manière arrondie. Comme ça, on a notre sauce dans l'assiette. Comme ça, chez vous, c'est plus rapide, c'est plus simple. Ça va très vite. Si vous avez des petites cuillères à thé chez vous, vous pouvez aussi utiliser, ou même des petites cuillères à café, parce que c'est vrai que nous, on appelle ça des cuillères à thé, parce qu'elles sont encore un petit peu plus petites. Mais vous pouvez parfaitement utiliser la pointe J'en ai au bar, tu veux, Thomas? de ces cuillères. Non, mais t'inquiète, il y en a ici, mais c'est juste que il y a eu un montage financier là-dedans. Je t'explique même pas.
Donc, tout simplement, des petites cuillères comme ça. Vous en prenez simplement avec la pointe. Vous venez Voilà. taper pour descendre. Et en fait, on va répéter donc cette action pour venir faire des tout petits monticules de mayonnaise. Faudrait que tu te mettes plus à gauche, Thomas, s'il te plaît. Hop là. Bon, alors, attends. Le truc, c'est que depuis qu'il y a 2 semaines, là, j'ai fait péter 5 assiettes sur le truc. Donc là, voilà. Allez, un petit dernier ici. Et ça devrait suffire. Une fois que vous avez fait ces petits points, tout simplement, il vous suffit de taper le fond d'assiette avec votre pomme, comme ça. Ça va venir en fait tout simplement tasser ces points. Et ça va vous faire des petits points tout beaux, tout gentils. Ensuite, on vient prendre nos petits épinards. Donc là, c'est pareil, ça a été dans le four. Donc c'est pareil, faites attention à ne pas vous brûler à chaque fois. On remet un petit coup de mélange, comme ça au moins on est sûr d'avoir quelque chose de bien homogène. Vous voyez, mes épinards sont encore bien verts. J'ai ma petite rhubarbe qui est bien blanche. Et on va venir poser tout ça, tout simplement, à peu près en forme de cercle, sur mon assiette, de manière assez, toujours pareil, assez sauvage. Hein. Faut pas que ce soit rangé, il faut juste que ce soit bien entremêlé. Et surtout qu'il y ait un beau volume. Et à partir de ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à prendre notre entrecôte. Donc là, comme ça. Donc si vous n'aimez pas le gras, vous pouvez déjà enlever le gras sur la planche. Bon, après, nous, on est des amateurs de beurre, hein, comme on nous l'a dit tout à l'heure. Donc on va tout simplement venir couper en tranches de à peu près 1 cm. Je ne sais pas si vous le voyez là à la caméra, mais j'ai mon couteau qui est de biais pour venir faire vraiment des tranches en biseau. Comme ça, en fait, ça permet tout simplement d'exposer la cuisson vers le haut, vers l'œil de celui qui va déguster, l'assiette. Alors là, c'est la chose la plus compliquée pour moi, c'est de ne pas baver sur l'entrecôte pendant qu'on fait le dressage. Et donc, on va venir poser cette entrecôte sur notre assiette et on va venir faire un petit éventail, comme ça. Ensuite, si vous avez chez vous de la fleur de sel, vous pouvez en rajouter un tout petit peu sur le dessus. Donc, de cette manière. Je ne vais pas faire comme ce monsieur turc qui s'assaisonne le coude avant d'assaisonner sa viande, mais vous pouvez le faire à la maison si vous avez une envie de style. Et donc vous avez votre petite assiette comme celle-ci avec votre aioli que vous pouvez mettre en petit pot aussi si vous le souhaitez pour en avoir un petit peu plus à côté parce que bon, faut pas se priver non plus. Hein. Et tendre, hein. Ben, bon, après j'ai des couteaux pas mauvais aussi, mais elles se coupent toutes seules. Donc là, vous voyez, en me faisant un bel éventail comme ça, on a une belle cuisson de viande. Par-dessus tout, le fait de la laisser reposer comme ça aussi, ça permet d'avoir une viande qui reste juteuse. Le jus reste dans les chairs. Il ne passe pas directement dans l'assiette quand on l'a dressé, parce que ça s'est bien réparti. Et donc là, on va pouvoir mettre notre petit tas d'épinards pour finir. Et nous voilà pas mal. Si jamais il vous reste un petit peu de feuilles d'ail des ours, si vous en avez conservé, vous pouvez parfaitement la tailler, ce qu'on appelle nous oiseau, donc c'est-à-dire qu'on va venir chercher en fait un angle en essayant de faire quelque chose d'assez régulier.
Et vous pouvez tout simplement venir la poser comme ceci sur votre entrecôte. Ce qui permet d'ajouter un tout petit peu de volume et de couleur. Vraiment vive, vraiment verte, claire. Ça fait n'importe quoi. Hop. Sur notre viande. Et voilà. Et donc vous avez nos deux versions. Donc celle-ci et celle-ci. Sur une même assiette qui est donc l'entrecôte maturée, le chou-fleur rôti, les épinards sautés à la rhubarbe et notre aioli à l'ail noir. Parfait. Voilà, c'est magnifique. On va se régaler encore une fois. Voilà, merci pour votre participation de ce soir. Aujourd'hui, on a fait plus simple. C'était pas aussi compliqué que la truite en croûte de sel, par exemple, n'est-ce pas, Alex et Pauline? On avait passé 3 heures à faire cette recette. La petite truite l'avant-hier, c'était une longue soirée. C'était du sport, mais c'était bon. Et donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire part de vos commentaires après avoir mangé, nous savoir si la qualité était bien là, s'il y a des questions ou quoi qu'est-ce, des commentaires sur ce qu'on peut améliorer. On est toujours à l'écoute et on essaie toujours de faire mieux à chaque fois. Merci infiniment. Santé. Et puis, Alex et Pauline, à la semaine prochaine. Hein. C'était pas bon. Alessandra, faut m'envoyer l'email plus tôt. Hein. Faudra m'envoyer l'email plus tôt la prochaine fois. Hein. Ouais, pas de souci, pas de souci. On a réussi, on avait ce qu'il fallait. Santé, chef, merci. Yann et Patrick, c'est bien cela? Oui. Merci de nous avoir rejoints ce soir. J'espère que ça vous a plu. Ce soir, c'était une recette assez simple ce soir. On a voulu faire un petit peu de simplicité. Là, on va discuter après pour savoir ce qu'on fera la semaine prochaine. Mais vous serez au fait de ce qui se passera par email pour ceux qui sont inscrits. Merci infiniment. Bon appétit et merci de nous envoyer ce que vous avez pensé. Bonne soirée, bon appétit et merci à vous. Allez, à table. Allons-y. Bon appétit.